à Pan M360. Je suis avec David Terrien-Brongo, percussionniste qui est une partie, qui est la moitié du duo R, A-I-R-S, avec le saxophoniste Louis-Philippe Bonin, qui brille par son absence aujourd'hui pour des causes virales. Et Alexandre David, qui est compositeur et dont la pièce Delta sera jouée au programme de Montréal Nouvelle Musique au Music Media Room de l'Université McGill le 19 février prochain. La pièce Delta est aussi le titre du programme qui sera exécuté par le duo R. Et donc, il y aura Infinite Jest de Alexander Schubert, True North de Andrews Staniland, Atropos de Rocio Cano Valigno et The 50-15 de notre bien-aimé Nicole Lisée. Et le tout sera complété par Delta, qui est la pièce composée par Alexandre David qui est avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, c'est un vaste programme. Premièrement, j'aimerais savoir pourquoi Delta l'emporte, c'est-à-dire devient un peu la pièce emblématique du programme. D'abord, le festival M&M, donc l'appel cette année, l'appel de projet, c'était autour de la vidéo-musique. Et Delta, c'est une pièce que j'ai composée en 2022, une pièce électroacoustique. Et puis, ben, dans la partie électronique, en fait, il y avait batterie et saxophone et guitare électrique. Donc, moi, je suis guitariste, je fais de la guitare électrique. C'est moi qui ai fait de la guitare électrique là-dessus. Et puis, il m'est venu cette idée, et puis aussi, en fait, dans le projet, originellement, il y avait un vidéoclip qui est très, très, très impressionnant du réalisateur Antoine Turcotte. Cette idée-là, nous est venue communément parce qu'on travaillait ensemble aussi pour construire un concert ensemble à l'époque. On s'est dit, pourquoi pas présenter une version arrangée de Delta dans le cadre de cet appel d'œuvre. Et puis, notre projet a charmé le jury. Et puis, on a eu toutes sortes de discussions après. On est aussi allé chercher les sous supplémentaires pour financer tout ça parce que c'est un très gros concert. Et puis finalement, on est là, puis ça s'en vient tout de suite là, dans quelques semaines. On est bien excités. On sort complètement de la boîte musique contemporaine. On est vraiment dans un multigenre, dans un truc immersif où la percussion et le saxophone et la guitare côtoient l'électronique. Et ce n'est pas un truc hyper abstrait et conceptuel. Il y a vraiment une trame très lourde et puissante qui sous-tend cette œuvre-là. Et on sent que les sources stylistiques sont variées et l'intention aussi est différente de plusieurs œuvres de type contemporain. Delta, en fait, si on peut détailler un petit peu l'idée derrière le projet, c'est une œuvre de pandémie d'abord. À un moment où tout le monde se posait beaucoup de questions, et puis en création, on se posait beaucoup de questions aussi, si on ne peut pas faire de concert, si on ne peut pas présenter nos œuvres en concert, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est venu avec moi. Moi, je suis quelqu'un qui a fait tout mon parcours à travers, disons, la musique de la composition de musique contemporaine dans le milieu musical à Montréal. Et je laissais de côté beaucoup d'autres esthétiques. Les autres esthétiques qui me passionnaient. Et puis, entre autres, le heavy metal. Et je suis aussi passionné de musique balinaise. J'ai enseigné 7 ans la musique balinaise à l'Université de Montréal. Et donc,
cette idée pendant la pandémie m'est venue de réaliser une œuvre électroacoustique avec 3 ensembles qui réunissaient, disons, mes différents univers esthétiques, dont la musique contemporaine, qui est représentée par l'ensemble Bacarlari, qui est un trio à vent, la musique balinaise qui est représentée par le gamelan Kiri Kedaton, et la musique heavy metal qui est représentée par l'ensemble Chronochromie, qui est un groupe duquel je suis le fondateur. Et donc, cette pièce-là a vraiment été une expérience pour moi, une nouvelle aussi, de réunir ces univers-là, de les faire cohabiter, de trouver des similitudes entre les timbres aussi, puis de les faire jouer ensemble. Et puis, en fait, ce qui est extraordinaire aujourd'hui avec le programme de M&M, c'est que j'essaie de repenser un peu tout ça, de retraduire tout ça à travers les 3 interprètes qui seront sur scène. Et donc, c'est toute une chance que je trouve que j'ai là d'amener ça aussi, de donner une nouvelle forme à cette œuvre-là, puis d'en faire une création aussi, parce que l'œuvre, à l'époque, c'est sorti en single, c'est une œuvre électroacoustique. Il y a eu un lancement, tout ça, mais c'est ça n'a jamais été joué en concert, ça n'a jamais été pensé pour être joué en concert non plus. Alors, c'est vraiment toute une chance là, que j'ai de présenter ça aussi. Oui, c'est intéressant que l'argument métal soit fort là-dedans. C'est-à-dire qu'on se rapproche plus du doom metal ou encore du drone avec beaucoup, beaucoup de saturation qui accompagne la percussion, évidemment la guitare et les saxophones. Enfin, le saxophone ténor dans notre cas qui nous occupe. Effectivement, tu sais, si on écoute en fait, la musique que je crée pour Chronochromie, je suis compositeur et guitariste, c'est de la musique progressive, métal, disons très moderne, donc très intense, très changeant et très complexe à jouer techniquement. Et puis, effectivement, comment ça s'est traduit dans cette œuvre-là, les timbres de la musique métal, etc., c'est vraiment quelque chose qui essaie de se coller un peu au gamelan, la résonance du gamelan, les longs gongs, etc. Et donc, effectivement, il y a cette espèce de lourdeur, puis des gros... puis comment maintenir ça dans une pièce de 15 minutes aussi, là, puis que ce soit cette espèce de plage sonore aussi. Là, il y a le côté électroacoustique qui encourageait à ça aussi. Alors voilà. Ça fait 2 fois qu'on voit un maître de gamelan
qui aiment le métal. Je parle évidemment de toi et de Laurent Bellemare, qui est notre collaborateur, Bien qui est sûr, ouais. dans le Growlers Choir aussi, qui est musicologue. C'est une coïncidence ou quoi? Ou bien c'est... Non. Non, Je ok, suis pas le d'accord. seul. Si on peut penser à Éric Vandal, qui était aussi un musicologue, qui a enseigné longtemps le gamelan. C'est une musique qui est très intense, qui repousse les limites techniques. C'est extrêmement rapide, c'est très changeant, c'est super dynamique. Euh, et autant dans le métal, je retrouvais ça comme interprète aussi, comme compositeur et interprète. Autant j'ai retrouvé ça quand j'ai découvert le gamelan en 2010. Et puis, ça m'a mené, disons, ça m'a mené à Bali, ça m'a mené. Mais c'est ça, mais entre autres, il y a beaucoup de gens qui sont dans. Puis il y en a d'autres aussi, je sais, dans Guéric et Datum, qui tripent sur le métal, pour les mêmes raisons qu'ils tripent sur le gamelan, en fait. Là, finalement, c'est vrai. Et c'est aussi le cas de David Terrien-Brongo, qui aussi a un passé métal avant de sauter dans le monde des musiques de création, des musiques Exact. complexes de tradition européenne, n'est-ce pas, David? Exact, oui. Moi, j'ai commencé au secondaire la musique. Moi, j'ai commencé à la base, j'étais bassiste. Après ça, je suis allé vers la batterie avec le métal et tout. Puis là, j'ai découvert le classique via le métal, via du métal symphonique. Puis moi, à la base, je suis un drummer de métal. Qui est, bon, là, j'ai une formation jusqu'au doctorat là, en percussion classique. Puis c'est pour ça que c'est autant intéressant de travailler avec Alexandre David. Parce que je dirais que, dans le fond, là, les trois composantes de la pièce Delta, donc la partie métal, la partie contemporaine, puis même la partie gamelan, sont des choses qui sont des sujets qui me touchent beaucoup, que j'ai jamais joué. C'est mon plus grand malheur de mes 7 années passées à l'Université de Montréal, c'est que j'ai jamais participé à l'atelier de gamelan. J'ai découvert le gamelan après, via la musique de Claude Vivier, via sa pièce pour percussion solo, 5 chansons. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser au gamelan, à cette musique-là, via la musique contemporaine, mais j'écoute souvent de la musique de gamelan. Je vais voir les concerts de Gary Kedaton. Puis c'est une musique, comme Alexandre a dit, là, qui rapproche beaucoup du métal. Donc, c'est trois styles musicaux qui me passionnent, qui m'intéressent. Pour ça, c'est autant intéressant de jouer cette œuvre-là. Puis, pour l'anecdote, dans une des premières répétitions qu'on a faites, qu'Alexandre fait des arrangements, puis on dit, on va essayer de voir si ça marche. On a joué avec l'électronique, on était percussion, saxophone, guitare. Il y a un long moment dans la pièce où il y a pas de batterie. Puis là, je jouais pas pendant la répétition. J'ai dit à Alexandre, ben, j'entends des gongs dans l'électronique, on peut-tu faire quelque chose? J'ai une vingtaine de gongs balinais. J'ai tous les instruments pour la pièce de Claude Vivier. Puis Alexandre a Wow. fait, ben oui. Ben oui. Fait que là, il y a une partie où je vais faire la Neil Peart, je vais me tourner, puis je vais jouer sur les gongs dans la pièce. Donc, c'est vraiment là, le mix des trois. Puis, si je peux revenir sur le pourquoi Delta pour le concert, ben c'est justement, premièrement, Delta, donc c'est la lettre qui est un triangle, on est trois musiciens. C'est aussi le regroupement de ces trois styles musicaux-là dans l'œuvre, dans le concert. Puis, on déconstruit le concert aussi. Donc, on est parti de, OK, cette pièce-là, contemporaine, métal, du drum. Après ça, on dit quoi d'autre qui pourrait fonctionner? On tenait vers une autre pièce, guitare, saxophone, drum, mais là, c'est dans l'espèce de extreme jazz, trash, impro. Puis après ça, on a déconstruit, on a pris une pièce, vraiment la pièce de Rossio, vraiment du classique, du contemporain classique, style ricamien, un peu, si on veut. Il y a une pièce que c'est vraiment plus du jeu de micro live avec le pièce de saxophone. Puis Nicole Lisée, je dis, on pourrait faire du Nicole Lisée, s'il y a du drum, pour faire du Nicole Lisée. Puis finalement, l'ironie, c'est que j'ai pris une de ces pièces que c'est pas de la batterie. C'est une pièce pour une installation de percussion. Il n'y a pas de batterie, mais il y a un gros lien avec la musique pop, la musique métal, même si on veut, parce que c'est je veux pas aller trop vite dans le schéma de l'entrevue non plus, mais la pièce 50-15, c'est des rapports à des œuvres pop qui étaient censurées aux Oui. États-Unis. Ben, Nicole Lisée, adolescente, était une excellente guitariste de métal aussi. Oui, Et oui. donc, c'est pas étonnant que ça se retrouve dans ce programme-là. Il n'y a pas de coïncidence là non plus, si je comprends bien. Non, non.
Alexandre, tu vas te retrouver aussi dans d'autres pièces en tant que joueur. Je pense à Infinite Jest, où il y a question de guitare aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. L'idée aussi dans ce projet-là, moi, je suis un guitariste amateur, disons, je suis assez bon pour jouer dans un concert, mais je suis pas, je suis un professionnel compositeur surtout. Puis même avec la création de Delta à l'époque, ou disons, le projet de Delta à l'époque au niveau électroacoustique, c'était de me réapproprier mon instrument, puis de m'affirmer aussi comme interprète. Puis de montrer aussi, puis à l'époque, on avait travaillé avec mon groupe métal, ce sont des amateurs, tu sais, mais c'est dans les meilleurs musiciens que je connaisse, là, tu sais, ils sont excellents, ils ne lisent pas une note de musique, mais regarde, c'est des interprètes extraordinaires. Et même chose du côté de la musique balinaise, il y en a qui ne savent pas, ben, ils ne lisent pas la musique, ils sont amateurs aussi, mais ils ont passé des années à travailler sur leur instrument. Puis ils sont vraiment, vraiment des experts actuellement. Tu sais. Alors, cette idée-là aussi, dans le concert, je parlais au duo R, puis je leur disais, à Lou Philippe et David, je leur disais, j'aimerais ça aussi jouer dans d'autres œuvres. Et puis, entre autres, ben, Infinite Jest d'Alexander Schubert, c'est une œuvre aussi qui intègre de l'improvisation et qui est très, très, très accessible pour des interprètes amateurs aussi. C'est une partition graphique et on suit un graphique et on réagit en fait au graphique avec une partition aussi, une partition qui est très ouverte aussi. Il y a parfois des indications de notes, mais parfois aussi c'est juste une grosse barre. Puis ça veut dire que tu fais un son fort avec de la distorsion. Mais il y a beaucoup d'indications, tu sais, quel choix de distorsion on devrait avoir au niveau de la guitare. Également, aussi dans cette œuvre-là, il y a beaucoup de spoken word. Donc, on parle beaucoup, on chante même. Donc, c'est complètement déjanté. Et puis, je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus accessible qu'une partition écrite aussi, justement, style IRCAM, etc., où je peux pas me permettre une seule erreur. Donc là, c'est vraiment plus ouvert, puis ça va être, en tout cas, ça va être vraiment intéressant, cette pièce-là, particulièrement, je trouve. David, le duo R, c'est intéressant qu'on le découvre. On connaît ta carrière, on connaît un peu le duo R, mais on connaît davantage ta carrière solo. Là, le duo R devient parfois un trio dans ce programme précis. Peux-tu nous expliquer les enjeux du duo à travers ces œuvres au programme? Notre premier concert, on s'est rencontrés, moi et Philippe, le bref historique, là, en 2013 à l'Université de Montréal pendant nos maîtrises. On a joué la pièce R de Philippe Leroux, puis on s'est dit, hey, c'est le fun, on devrait continuer et faire d'autres concerts. On s'est dit, OK, on fait des concerts de percussion et saxophone. Ça n'a pas été long qu'on a fait un peu le tour. Il n'y a pas tant de répertoire de ça. Là, on est, je pense, le seul duo qui fait des concerts fréquemment au Canada même. Il y a de plus en plus de répertoire, mais bon, disons qu'on s'est rapidement frappé à... Donc là, on commence à faire des créations. Puis on s'est dit, ben on va essayer aussi de faire des pièces solo. Donc, on intègre des œuvres solo dans nos concerts. Et pour faire des créations, puis pour les collaborations, on va faire des trios. Donc, on a fait plusieurs collaborations avec Vincent Ranallo, avec Mariannick Béliveau, avec Marina Thibault. Donc, on a plusieurs collaborations comme ça, puis on essaie d'avoir, en fait, on est un duo, mais en fait, au final, en général, on fait une ou deux pièces en duo par concert, parce qu'il n'y a pas tant de répertoire pour pouvoir étirer aussi le tout. Puis là, dans ce cas, dans le cas qui nous concerne, donc il y a seulement un duo dans ce concert-ci. Donc, un duo, deux solos, puis deux trios avec Alexandre. On voit aussi qu'il y a beaucoup de background électronique ou en fait des pédales d'effet, enfin des couches de son qui ne sont pas exécutées directement par les musiciens avec leurs instruments entre guillemets acoustiques ou électriques entre guillemets traditionnels. Et donc, vous êtes vraiment dans une esthétique hybride où les éléments électroniques et aussi les effets qui sont produits soit par la guitare ou autres font partie intégrante des œuvres au programme. Exact, oui. Puis c'est notre troisième concert au Kermit à McGill, le duo. On avait présenté après le tremblement en octobre 2021 avec des œuvres aussi. Il y avait une œuvre vidéo, puis c'était toutes des pièces avec électro. Il y avait deux créations.
Puis on a refait un concert en mai 2023. Ars Numerica, qui était aussi, qui avait 3 créations sur 4, dont une, c'était Carlax et saxophone. Donc moi, j'ai dû réapprendre à jouer l'instrument, le Carlax. Bon, c'est un autre. Il va y avoir un concert aussi dans M&M. Allez voir ce concert-là dans Ensemble avec là, il va y avoir du Carlax. C'est complexe comme instrument. Puis ce concert-là, Ars Numerica, justement, on avait été en nomination au prix Opus. Puis pour ces 3 concerts-là, donc incluant celui qui s'en vient encore au Kermit avec beaucoup d'électronique, on travaille avec Frédéric Lebel, qui est un compositeur et réalisateur informatique musicale. Lui, il a étudié à l'IRCAM en composition et en réalisation informatique musicale. Puis c'est vraiment important pour nous. C'est pas quand on travaille avec lui, c'est pas un technicien de son, c'est pas un soundman. C'est vraiment une personne qui interprète l'électronique. Donc nous, oui, des fois il y a certaines pièces qu'on va partir un clic ou des fois on va avoir une pédale pour partir des cues, mais on travaille avec quelqu'un qui c'est sa spécialité. Moi, ma spécialité, c'est de jouer de la percussion. Je peux bien partir des cues d'électronique, mais ma spécialité, c'est de jouer. Donc là, on travaille avec quelqu'un qui interprète vraiment la partie électronique, puis ça ajoute vraiment au concert. Nous, les interprètes, ça nous laisse, on s'occupe de nos instruments, de notre partition, puis quelqu'un s'occupe de l'électronique qui est un instrument en tant que tel. Surtout dans une salle comme le Kermit, où la salle est un instrument incroyable. Allez-vous bénéficier de toutes les enceintes? Parce que le Kermit, c'est la salle multimédia peut-être la mieux équipée au Canada et même une des meilleures au monde, sans aucun doute. Ça équivaut à peu près à l'IRCAM, ce qui se fait à Paris. Puis, je ne sais plus la pièce qui a le plus de... Je sais pas, il reste encore une réunion technique pour savoir combien des 64 haut-parleurs on utilise, mais on va en utiliser beaucoup. Parfait. Et donc, à travers ces compositeurs, Schubert, Staniland, Valigno et Nicole Lisée, et évidemment Alexandre David, vous avez trouvé un point commun pour réunir ces œuvres-là dans un même programme. Moi, personnellement, j'ai surtout donné la direction de départ, disons le point de départ avec mon œuvre. C'est sûr que, comme je reviens au début de l'entrevue, la question de la présence d'un visuel est importante. Donc, d'une dimension visuelle, d'une référence visuelle. Et donc, ma pièce, je l'ai mentionné, donc il y a déjà un vidéoclip qui est associé, donc qui est disponible en ligne, qu'on peut voir, qui a été réalisé par Antoine Turcotte, qui implique 3 danseurs, danseuses, donc entre autres une chorégraphie de Kira Jane Green, qui est une de nos grandes danseuses contemporaines à Montréal. Et c'est ça, ben, ce vidéo-là sera projeté donc en direct et on va suivre en fait le vidéoclip du début à la fin. Et ben c'est ça, je sais que Alexander Schubert, il y a une dimension visuelle aussi, parce qu'on projette la partition. La partition est un élément visuel intéressant, puis on voit la barre qui traverse la partition comme ça aussi. Puis ben, les autres œuvres sont venues se coller à ça après, n'est-ce pas, David? Oui, tout à fait. C'est un des défis quand on fait de la programmation. On part d'une idée, puis là, on dit, OK, ben, on trouve des œuvres qui vont avec ça, puis là, on est 3. C'est pour ça qu'on déconstruit, parce que si on avait cherché à faire un concert, nos 3 instruments, toutes les œuvres, en respectant un thème, on serait encore en train de chercher du répertoire, puis ben, on adore faire de la création. Donc là, ça, c'est une création qu'on fait. On en fait beaucoup. On regardait justement, Louis-Philippe et moi, notre répertoire des 10 dernières années. Puis la moitié de tout ce qu'on a fait, ce sont des créations pour duo. C'est vraiment un grand pas en avant pour le duo R et l'insertion d'Alexandre David dans ce concept-là, c'est une insertion heureuse. En tout cas, on piaffe d'impatience pour assister à ce concert-là au Music Media Room de l'Université McGill le 19 février prochain. Le tout présenté dans le contexte du Festival Montréal Nouvelle Musique de la Société de musique contemporaine du Québec. David Terrien-Brongo et Alexandre David, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Alain. Merci, Alain. Bon concert. Salut, merci.